Voilà, donc ce petit film pour introduire notre première table ronde de la journée avec nos invités. Je vous remercie à chacun d'être présent. Je vais vous présenter d'abord individuellement et puis ensuite on va entamer ce premier temps d'échange qui est consacré au fait de bien vieillir et des enjeux des politiques sociales. Donc nous avons avec nous Caroline Rugier. Caroline Rugier, vous êtes administratrice du groupement de coopération médico-sociale Grand Lille, avec laquelle l'association a signé tout récemment une convention. Et vous êtes également directrice des EHPAD publics de Nouveau et de Bambus, qui sont des partenariats historiques au niveau de l'association. On a également Monsieur Régnier, Aurélien Régnier, qui est responsable du pôle contractualisation au conseil départemental. Merci Monsieur Régnier d'être avec nous. À vos côtés, Monsieur Jassot, Christophe Jassot, vous êtes président du dispositif d'appui à la coordination qu'on appelle le DAC. Et puis vous êtes également directeur au niveau du CCS de Tourcoing, directeur des établissements pour personnes âgées, les EHPAD et les résidences autonomes notamment. Et puis Thierry Fontaine, que je ne présente plus, puisque vous l'avez déjà vu ce matin, directeur général des papillons blancs de groupe Tourcoing. Voilà, merci à chacun d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Alors Patrick nous avait préparé toute une liste de questions qu'il a donnée assez rapidement à la fin de son intervention. Et du coup, je vais reprendre simplement ce qui a pu être posé comme premier questionnement sur la question des outils qui peuvent être mis en place ou qui sont déjà existants pour améliorer le pilotage de la politique concernant le vieillissement des personnes en situation de handicap, parce que cette politique, elle concerne aussi bien le département que l'ARS, les acteurs du champ du handicap, comme les acteurs du champ des personnes âgées. Si vous pouvez déjà nous éclairer sur cette question. Quels outils pour améliorer le pilotage des politiques publiques ? Si on repart du rapport de la Cour des comptes qui fait pas mal de constats intéressants, un des premiers constats qu'elle fait, c'est le manque de repérage et de planification par rapport à cette population que sont les personnes handicapées vieillissantes. Et c'est vrai qu'on a là-dessus le bas blesse aujourd'hui. Alors là, la Cour des comptes a fait le chiffrage finalement, donc c'est bien, on a un point de départ. Ce qui serait intéressant désormais, ce serait de faire vivre ce chiffrage, ce repérage. Et donc la Cour des comptes propose notamment de créer un observatoire rassemblant toutes les sources d'informations, parce qu'elles sont multiples entre les services de l'État, via trajectoire, les données de l'INSEE, les données des MDPH, etc. Donc forcément, cet observatoire, on l'appelle aussi de nos voeux, ce serait pas mal d'objectiver l'ensemble du paysage en matière de vieillissement, sachant qu'il est très découpé. On a d'une part le domicile, avec effectivement les personnes qui sont éventuellement bénéficiaires de la PCH, qu'on peut du coup suivre. Mais en amont, on va dire, de ces personnes-là, il y a tout un tas de personnes qui aujourd'hui ont la reconnaissance de RQTH, mais dont on ne sait pas grand-chose de leurs difficultés au quotidien ou de l'impact du vieillissement sur leur capacité. Donc c'est des questions qu'il faut voir plus largement que nos simples bases de données, on va dire, au niveau départemental. Et sur la partie ESMS, on mise tout sur via trajectoire, en sachant bien sûr les difficultés qu'il y a aujourd'hui, notamment malgré la bonne volonté et le temps passé par les différents gestionnaires pour renseigner cet outil, le tenir à jour, etc. On sait, et la Cour des comptes le relevait dans son rapport, on sait qu'il existe chez un certain nombre de gestionnaires des listes d'attente hors via trajectoire qui ne sont pas comptabilisées pour différentes raisons. La Cour des comptes dit que c'est par peur de se voir imposer par les pouvoirs publics une priorisation c'est à partir du moment où on connaît l'ensemble du paysage, mais il y a aussi tout simplement de l'incompréhension sur ce qu'il faut remplir dans la trajectoire, ce qu'il faut laisser à côté, les différentes catégories, tout ça est technique. Donc pour moi, le premier outil, c'est bien un outil de repérage, une meilleure identification de qui vieillit et comment ces personnes vieillissent. Avec donc désormais peut-être l'intérêt de faire vivre le chiffrage de la Cour des comptes en essayant peut-être
projeter sur l'avenir l'évolution de ces chiffres. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2030, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on aimerait bien engager effectivement pour être davantage dans l'anticipation. Sur la question des réponses institutionnelles, parce que la Cour des comptes relève, comme le disait M. Fontaine tout à l'heure, le fait que les administrations restent cloisonnées, les réponses restent cloisonnées. On a la chance dans le Nord d'avoir des bonnes relations de travail entre techniciens, entre la RS et le département. Il y a beaucoup d'échanges. On essaye un maximum de converger sur les projets, même si, bien sûr, les deux institutions n'ont pas toujours les mêmes priorités. Mais il y a quand même un travail de partenariat assez fort, et il faut que ça continue effectivement sur chaque projet. Que lorsqu'effectivement les acteurs du terrain nous font remonter le besoin, qu'on les transmette à l'ARS, inversement, qu'on n'hésite pas effectivement à faire des projets partenariaux. Au-delà de ça, il y a le fameux dispositif du service public départemental de l'autonomie là, qui vient d'émerger, le SPDA. Le département du Nord fait partie des 18 départements expérimentateurs en 2024. Donc l'objectif de ce service public est de créer un guichet unique pour simplifier les démarches des personnes dépendantes, qu'elles soient handicapées ou âgées. Et donc ce travail de mise en relation des différents acteurs à travers un guichet unique, on l'espère, facilitera le parcours des personnes qui sont effectivement un peu perdues parfois dans les différents circuits. Et puis il y a le constat de la Cour des comptes toujours sur l'offre. Il faut 83 000 places de SAMSA, 36 000 places de SAVS, 1 milliard d'euros par an. Bon, heureusement c'est au niveau national, mais bon. Alors il y a plusieurs perspectives. La réponse, même la réponse facile entre guillemets, qui consisterait à dire bon, ok, on va créer tout de suite 50 000 places et puis ça va aller mieux, serait forcément partielle, comme le disait Madame Delporte. Il y a la façon de se saisir de l'offre aussi, et il faut des réponses diversifiées pour pouvoir répondre pour traiter le sujet. Et un des premiers axes qui est relevé toujours par la Cour des comptes, c'est l'accès aux soins, l'accès à la santé. On voit bien que les personnes handicapées vieillissent d'autant plus difficilement qu'elles ont moins d'accès aux soins que les autres. Alors, sans révolutionner le paysage, bien sûr, mais dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens sur le champ du handicap, les CEPOM, le CEPOM 23-27, qui du coup se lancent, se développent, on a plusieurs mesures financées par le département pour la prévention santé, pour qu'il y ait des professionnels qui soient formés, même dans les établissements non médicalisés, à la prévention au vieillissement et à l'articulation avec l'offre de santé, de financer des mesures de ce type. Sur la création de places en tant que telle, on en crée aussi dans le cadre de ces CEPOM. Il y a plusieurs mesures qui sont financées. Je laisserai la pays Tourbeau présenter la sienne cet après-midi. Mais ce qu'il faut se dire, malheureusement, c'est que créer des places pour les personnes handicapées vieillissantes, on n'aspire qu'à ça. La difficulté est que il y a le parcours, s'il y a le parcours des personnes vieillissantes, il y a aussi le parcours des jeunes qui sortent d'IME, il y a le parcours des personnes qui sont en rupture à domicile, qui ont besoin de soutien en établissement, et il faut forcément faire des choix. Donc on a des mesures pour le handicap vieillissant, mais c'est vrai qu'on n'a pas de plan massif pour répondre aujourd'hui au vieillissement des personnes en situation de handicap. À côté de cette question des places en ESMS,
il y a un sujet qui est souvent peu évoqué, qui est l'accueil familial. Ce n'est absolument pas la réponse à tout, hein, bien sûr, et encore une fois, la réponse, elle ne peut être que multiple, mais le département souhaite renforcer l'accueil familial, parce que c'est un outil qui a beaucoup de mérite. Il faut savoir que le département est le deuxième plus gros département en matière d'offres d'accueil familial après l'île de la Réunion. Il y a 500 accueillants familiaux sur l'ensemble du territoire. Alors, on a cette difficulté, comme dans le secteur du handicap, c'est que les accueillants familiaux vieillissent eux aussi. Donc, il faut redynamiser ce secteur-là et le soutenir. Bon, on a des difficultés, c'est notamment sur le fait que les accueillants familiaux n'ont pas l'assurance chômage. Et ça, c'est un verrou qu'on aimerait bien faire voir évoluer au niveau national dans les dispositifs législatifs. Le rapport parlait des places vacantes, des 1000 places vacantes, et je rejoins le président de l'ADF, de l'Association des départements de France, sur le fait qu'une place vacante ne vaut pas un accueil, puisqu'on sait bien que tout dépend du projet de la personne, de sa situation, du projet de l'établissement. Et moi, je crois personnellement beaucoup en la coopération territoriale, dans la capacité que les gestionnaires ont sur un territoire à justement partager la connaissance sur ces places qui sont vacantes, quel est le type de place vacante, quel accueil on peut offrir en face chez d'autres gestionnaires ou sur le territoire, quel est le besoin, quelles sont les personnes qui sont en attente de place, pour pouvoir essayer effectivement d'optimiser au maximum cette offre qui existe et qui ne sert à personne, en allant dans la dentelle en fait. 1000 places, ça ne veut rien dire. Par contre, une place qualifiée par des gestionnaires qui savent les profils qu'ils peuvent accueillir, ça a plus de sens. Et enfin, les parcours. Alors, je sais que Mme Delporte disait qu'il n'y avait pas de parcours possible, mais il y a quand même on voit des belles réalisations sur le simple fait de travailler ensemble, d'associer le sanitaire et le médico-social. On a des exemples. Alors, l'API de Roubaix-Tourcoing, on a donné tout à l'heure sur effectivement les différents partenariats qu'ils ont avec les hôpitaux, avec les établissements de personnes âgées. Il y a des dispositifs comme sur le Dunkerquois avec Passage qui sont aussi du même ordre, où finalement on voit qu'une très bonne coordination, un maillage assez serré des différents acteurs permettent d'éviter les ruptures de parcours et justement d'optimiser les réponses déjà existantes par rapport au profil. C'était très complète. Merci à vous, Monsieur Régnier. Alors, je crois que sur la question des parcours, parce que j'ai entendu Muriel un peu réagir, effectivement, il y en a beaucoup qui se construisent, mais effectivement, ils sont parfois sectorisés ou liés à des initiatives qui sont liées à une association, à un endroit. Enfin, vous avez cité Dunkerquois, c'est le cas aussi sur Valenciennes, donc ça peut être le cas sur notre territoire. Du point de vue du département, en fait, par rapport à l'ensemble des éléments que vous avez pu évoquer, puis à tous les défis qu'on a pu noter ce matin, quelles sont les priorités finalement par rapport à ce public ? Les priorités, la première priorité que j'identifie, elle va à la fois vous décevoir par rapport au sujet d'aujourd'hui et en même temps peut-être vous rassurer quelque part. La première priorité, c'est de maintenir en vie les gestionnaires, que ce soit à domicile, que ce soit en établissement. Ça a été dit il y a plusieurs reprises. Le secteur du domicile aujourd'hui est en difficulté. Il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes de financement. Le paysage des organismes gestionnaires du handicap et des personnes âgées ne sont pas exempts de cette problématique. Donc, une des priorités pour le département aujourd'hui, c'est dans le contexte budgétaire très contraint qu'est le nôtre, c'est déjà de faire en sorte que l'inflation ne tue pas tous les acteurs. Donc, avant même d'envisager des politiques spécifiques, même si on essaie de tenir les deux. Sur la question de domicile, puisque
Ça a été dit à plusieurs reprises, et la Cour des comptes le chiffre à 90%. Il y a 90% des personnes en situation de handicap vieillissant qui sont à domicile. Donc c'est vrai que le premier secteur finalement qui devrait nous questionner, c'est le domicile. Et on sait bien que ce sont les aidants qui aujourd'hui portent le système. On sait que c'est grâce à eux, grâce à toutes ces personnes qui soutiennent leurs proches au quotidien, qui consacrent leur vie à cet accompagnement. On sait que c'est parce qu'ils sont là que la demande en place, entre guillemets, n'explose pas, que ces personnes peuvent continuer à vivre ce qu'elles souhaitent chez eux. Et donc, une des priorités du département aussi, c'est de travailler sur le répit, travailler sur l'aide aux aidants. On a pour projet cette année de faire une grande délibération justement sur la politique du répit au département, que ce soit dans les établissements personnes âgées, les établissements personnes handicapées, les services à domicile, l'habitat inclusif, l'accueil familial. Une démarche pour essayer de justement faire en sorte que toute l'offre portée par le département puisse favoriser le répit. Et voilà. Donc ça implique beaucoup de choses. Ça implique de faire évoluer des modes d'accompagnement. Il y a de l'offre temporaire modulable qui se développe grâce à l'ARS, soutenue par le département sur des établissements pour personnes âgées. Peut-être que ce sera évoqué par la suite. Il y a aussi des questions sur le développement du relayage à domicile et pourquoi pas sur les modes de financement entre handicap et secteur personnes âgées, puisqu'on sait que ce sont des barrières au passage, au parcours. Bon, voilà. Et plus globalement, on va bien sûr continuer à accompagner la création de places autant que possible et l'adaptation des rythmes de vie dans les établissements, puisque c'est essentiel que ces unités pour personnes handicapées vieillissantes dans les établissements puissent permettre à ces personnes d'être moins fatiguées, d'être mieux au quotidien et d'avoir une espérance de vie aussi autonome, plus longue. Et enfin, bon, la question des EHPAD, puisque bon, on est tourné aujourd'hui vers le handicap, mais un des acteurs, c'est bien sûr le grand âge. Pour ce secteur, il faut qu'on arrive à renforcer les moyens dans les EHPAD, que ce soit sur les difficultés de recrutement, sur l'attractivité. Il y a une démarche d'EHPAD de demain qui a été lancée par la vice-présidente Madame Sels, pour essayer justement de faire en sorte que l'EHPAD ne fasse désormais moins peur et pour qu'il puisse effectivement aussi être une halte dans le parcours, que ce soit pour les personnes âgées qui sont de plus en plus dépendantes ou les personnes en situation de handicap. Voilà à grands traits les grandes priorités que j'identifie pour nous. Merci M. Rémy. Vous parlez justement des EHPAD et puis vous avez cité le fait que pour l'instant on a effectivement si des liens se créent de plus en plus sur des mondes qui ont parfois du mal à se rejoindre entre le monde du handicap et puis le monde des personnes âgées. Alors, j'ai une question là-dessus sur comment on peut améliorer ça, effectivement, parce qu'on est dans l'idée de fluidifier les parcours, de les améliorer. Comment permettre une acculturation finalement de ces deux secteurs, personnes âgées et personnes en situation de handicap. Nous avons parler d'expérience qui est la nôtre. Vous disiez tout à l'heure un partenariat maintenant historique avec le Papillon Blanc en Bétourcoing et notamment la résidence Albert du Bosquet à Vendu. Je dirais que c'est d'abord des hommes et des femmes gestionnaires, professionnels qui ont l'envie de travailler ensemble. Je crois que c'est une histoire vraiment d'intelligence collective d'abord, et je pense qu'il faut le rappeler, parce qu'on travaille bien ensemble quand on a envie de travailler ensemble. Et voilà, donc nous on a ce partenariat historique, ce qui fait qu'on a eu des longs moments d'échange. Évidemment, il y a la question de nos perceptions respectives. Je crois que d'un côté comme de l'autre, on avait à avancer sur ces sujets-là, parce que je crois
on avait chacun, sur le champ du grand âge et sur le champ du handicap, probablement des perceptions très arrêtées, parfois un peu caricaturales. Donc ça prend du temps, mais c'est à la force des échanges. Évidemment, il y a la question de la formation, il y a la question de pouvoir aussi, sur le terrain, proposer à nos professionnels de se rencontrer au gré de stages, de temps d'échange professionnel. Donc c'est quand même d'abord l'histoire du temps. On a besoin de temps, et on en discutait tout à l'heure à la pause. On avance, mais on n'y est pas encore. Thierry, est-ce que tu veux compléter par rapport à la partie handicap peut-être ? Oui, corroborer un petit peu ce que dit Mme Rogier en termes d'expérience, puisque je pense qu'on est dans une région textile et que le maillage est très important aujourd'hui. C'est l'illustration, puisque les horizons sont divers et variés dans cette salle et à la tribune, et je pense qu'on est en train d'initier, et vous l'avez dit, Mme Rogier, avec plusieurs associations, ou groupements comme le vôtre, l'idée d'avoir des formations partagées. Je pense que là, les choses se mettent en place progressivement, et je pense que c'est là aussi où on va nourrir des choses communes, des référentiels communs également, mais également on envisage des mobilités entre nos établissements avec certaines associations pour que des professionnels du secteur personnes âgées puissent venir quelques semaines au sein des établissements, quand des professionnels de notre secteur puissent aller du secteur personnes âgées. Je pense que c'est construire ce maillage, cette culture commune qui nous permettra de progresser, d'avancer, et dans l'intérêt des personnes que nous accompagnons réciproquement. Oui, pour rebondir dessus, on a au CCS de Tourcoing des équipes d'intervention à domicile, notamment infirmières et d'aide à domicile. Et on a pu remarquer que depuis qu'on a eu l'habilitation du département pour intervenir auprès de personnes en situation de handicap, on fait des formations justement avec tous nos agents, avec des associations partenaires, et finalement ça fait lever l'attractivité. Tout à l'heure, M. Rigny disait qu'on a beaucoup de mal à domicile à recruter. C'est vrai que c'est un secteur en grosse tension. Déjà, c'est compliqué à l'EHPAD, on le sait tous. Mais à domicile, c'est encore pire. Le fait de proposer aux agents de se former à la question du handicap et donc de diversifier leurs activités, c'est une vraie d'attractivité. Donc on est encore aux prémices, on débute, mais la question de culturation, elle passe aussi par là. Effectivement, des formations croisées, comme disait Thierry, et nous, on s'aperçoit que les agents sont en demande de cela. Le vieillissement, oui, mais avec divers types de publics, et les personnes handicapées apportent aussi une forme de jeunesse, de dynamisme, malgré leur âge qui avance, qui permet aussi de trouver un nouvel intérêt pour les professionnels à domicile. Merci, je rebondis sur ce que vous dites, du coup sur l'accueil effectivement de personnes en situation de handicap dans les EHPAD, puisque vous êtes Mme Roger et M. Jassot, tous les deux directeurs d'EHPAD. Quelle est, question très naïve, quel est l'intérêt en fait d'accueillir des personnes en situation de handicap en EHPAD aujourd'hui? Citez là, M. Jassot. Mais pour nous, alors en EHPAD, mais au-delà de ça aussi en résidence autonomie, puisqu'on gère des résidences autonomie pour des gens non dépendants, l'intérêt, au-delà d'accueillir tout le monde sur le territoire, c'est aussi qu'ils vieillissent précocement peut-être, mais ils arrivent plus jeunes. Et ils arrivent avec un dynamisme, une spontanéité qui apporte une vraie valeur ajoutée, parce qu'on voit que dans les EHPAD aujourd'hui, l'âge d'entrée, c'est plutôt 85 ans, voire 88 ans, on a des demandes d'accueil pour des centenaires maintenant, post-hospitalisation, et c'est vrai que l'investissement dans la vie de l'établissement n'est pas toujours là. Les personnes en situation de handicap apportent quelque part une condition physique, un dynamisme qui favorise justement une bonne ambiance dans l'établissement, et on voit qu'ils sont très friands d'animation, et ça génère aussi quelque part un climat plus sympathique, plus agréable qu'un établissement où on n'aurait que des personnes âgées de 90 ans ou plus, où forcément c'est un peu tendu. Donc cette mixité des publics, pour nous, c'est une vraie valeur ajoutée. On y tient, notamment en valorisant la contamination. Après, moi, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, mais je pense que c'est un enjeu pour nous, EHPAD, pour l'EHPAD de demain, et même si on a 10 ans de recul aujourd'hui, de faire aller l'EHPAD vers un lieu de vie avant tout. Et j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, la vice-présidente indiquer que l'EHPAD de demain, c'était plus de vie, moins de soins. Je le dis en prenant peut-être un peu de risque, mais oui, pour nous, l'EHPAD de demain, c'est plus de vie. Et c'est un lieu de vie sociale. Et il faut tenir bon sur ce sujet-là. Et donc l'accueil, aujourd'hui, demain, des personnes plus jeunes, quoique 10 ans plus tard, aujourd'hui, on constate que les gens, il y a 10 ans, il y a 13 ans, sont arrivés, ils avaient en moyenne 70 ans. Aujourd'hui, certains sont encore avec nous. Aujourd'hui, les demandes qu'on peut avoir,
Bondues comme un nouveau, d'ailleurs, on est plutôt aux alentours de 80, donc ça change la donne. C'est un vrai sujet, d'ailleurs, le sujet de l'anticipation, peut-être qu'on en parlera. Mais effectivement, l'accueil de personnes en situation de handicap dans nos structures, en fait nous pousse à relever ce challenge de toujours rester dans la vie. Donc il y a un vrai sujet pour nous autour de comment on avance sur ces questions-là, comment on refuse d'être cantonné à la fin de vie, même si c'est une des dernières étapes de la vie. Et puis on en parlait tout à l'heure sur la question de l'image de l'EHPAD. On ne va pas se mentir, je suis directrice d'EHPAD depuis presque 20 ans, je sais que la plupart du temps, entrer en EHPAD, c'est pas un choix, ça s'impose, et on n'a pas envie. Une fois qu'on se le dit, je pense qu'on peut davantage s'adapter, adapter le discours, l'accompagnement, et comprendre en quoi il est hyper important qu'on puisse créer bien en amont de l'entrée en EHPAD quand ça s'impose, générer plus de confiance. Et ça passe aussi par nos partenariats, parce que c'est des professionnels aussi qui vont parler éventuellement à des personnes de l'EHPAD, rassurer et les préparer tout doucement. Voilà. Les enjeux, ils sont aussi là, pour moi. Alors, parlons-en justement, si vous voulez bien, de ce sujet-là, sur les conditions, en fait, est-ce qu'il y a des conditions particulières à mettre en œuvre, à mettre en place, qui se mettent déjà en place dans vos établissements sur l'accueil de personnes en situation de handicap dans vos établissements? Est-ce qu'il y a effectivement des moyens particuliers à mettre en place j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, on se le dit tout le temps, anticipation. Alors après, une fois qu'on l'a dit, c'est pas forcément simple, parce qu'on se projette pas forcément, on n'a pas envie de se projeter dans une vie en EHPAD, donc c'est là où c'est pas toujours simple. Néanmoins, on constate que le parcours de vie au sein de nos maisons, j'ai plus envie de dire EHPAD, au sein de nos maisons, il est toujours plus paisible quand on a préparé les choses en amont, avec les proches, avec les professionnels aussi, sur le champ du handicap qui jouent aussi et qui ont quelque chose avec les personnes accompagnées. Et dans les modalités d'accueil, il y a, comme on parlait d'anticipation, il y a aussi la progression finalement, c'est-à-dire on a déjà évoqué ça avec les équipes aussi du CS de Tourcoing, c'est effectivement d'accueillir aussi sur des temps parfois de rencontres simplement, d'animation, puis parfois sur une journée d'immersion, et ça peut être aussi une manière d'avancer progressivement en fait, ce geste. Tout à fait. Ce qui est important, et je souscris tout à fait à ce qu'a dit Mme Ruget, c'est qu'il faut qu'on réhabilite les EHPAD comme des lieux de vie et pas des lieux de fin de vie, parce que sinon les équipes ne vont pas s'y retrouver. Et si on a du mal à recruter, c'est aussi parce que les soignants ne trouvent plus le sens au travail qu'ils avaient auparavant. Donc ça, c'est notre responsabilité, et d'où le travail qui a été dit de préparer ces accueils. Aujourd'hui, la plupart des accueils se font par défaut. Les gens arrivent très tardivement, puisque l'EHPAD apparaît comme une non-solution, une solution subie. On va finir sa vie en EHPAD, on ne va pas vivre en EHPAD. Et de ce fait, la famille est réticente, le résident est réticent, et les soignants ne trouvent de ce fait pas beaucoup de sens à accueillir quelqu'un qui va rester parfois 1 mois, 3 mois. Donc ça, c'est compliqué. Si on arrive à préparer, c'est valable évidemment avec les personnes en situation de handicap, mais ça devrait être avec toutes les personnes, préparer l'accueil en réhabilitant le fait qu'il faut, pour certains, accepter la structure, la résidence, même si on sait que la plupart des personnes âgées finissent leur vie chez elles, à domicile, il n'empêche que l'EHPAD est une très bonne réponse pour lutter contre l'isolement. C'est une réponse parce qu'on voit du monde, on peut manger en collectif, on peut prendre ses déjeuners en collectif le matin, et de ce fait, ça, on ne l'a pas à domicile. Et c'est vrai que ça se prépare. Alors, l'intérêt des coopérations comme en place avec Papillon Blanc, c'est justement de pouvoir préparer les personnes, d'avoir le temps, et d'avoir dans les 2 institutions, Papillon Blanc et EHPAD, des personnes qui auront le même discours pour préparer la personne et l'accompagner. On prépare le salarié d'un côté, on prépare le résident de l'autre. Et c'est vrai qu'en termes de résultats, on le voit aujourd'hui sur nos résidences autonomie, on commence à le voir en EHPAD également, il n'y a pas photo, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et encore une fois, ça permet que ces personnes arrivant viennent, eux, pour vivre quelque chose. Elles ne viennent pas par défaut. Et ça change tout par rapport à la qualité de vie au travail aussi de nos agents. En tant que directeur général d'une association qui s'inscrit dans un mouvement parental, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers par rapport à cette spécificité associative et puis les réflexions aussi du coup au niveau de l'association sur l'établissement, l'accueil particulier? Oui, en fait, vous l'avez vu ce matin au décours des présentations, en fait,
complexité, c'est le vieillissement dans certains établissements et de la nécessité de soins. C'est de façon accrue parfois parce que l'association, même sur la métropole, on est sur la métropole lilloise, si je prends le cas de Fanchon, est plutôt en territoire rural ou périurbain, et une difficulté à trouver des soignants qui puissent venir au sein de l'établissement. Et le fait de ne pas avoir des places financées par l'ARS, parfois c'est une complexité pour les équipes, pour que les personnes puissent bénéficier de soins qualitatifs. J'ai envie d'être un peu provocateur aussi, un peu, même si, vous le savez, on développe beaucoup de partenariats en commun, et c'est riche pour nous parce que ce lien entre nos équipes, entre nos établissements, ces lieux de vie en fait, où les personnes en situation de handicap apportent beaucoup de bonheur aux personnes vieillissantes traditionnelles dans les EHPAD, mais la question nous a taraudé, on en a déjà parlé avec la présidente, en fait, de se dire, et pourquoi, est-ce que peut avoir du sens un jour d'avoir un établissement, un EHPAD, en fait, spécialisé, en fait, pour des personnes strictement en situation de handicap. Et c'est une question que je voudrais vous soumettre, en fait, vous qui gérez des EHPAD, parce que on est plus aujourd'hui dans le développement de la palette de réponses en lien avec vous sur la mixité de population, mais est-ce que l'idée est saugrenue et n'a aucun sens si un jour on devait imaginer un établissement spécialisé, en fait, pour les personnes vieillissantes en situation de handicap? Je pense qu'aujourd'hui, on peut s'en affranchir. En tous les cas, les partenariats qu'on met en place et les initiatives, avec aussi des places du DPHA par ailleurs, permettent de répondre. Si on veut au contraire être plutôt inclusif, je pense qu'il faut qu'on continue la dynamique actuelle. Un EHPAD spécialisé ne me paraît pas forcément la réponse. On sait que dans le handicap, oui, certaines femmes avec des personnalités, avec des troubles associés, ne vont jamais pouvoir orienter un EHPAD. Ça, c'est une réalité. Et il y a assurément des réponses spécifiques à trouver pour le public de masse ou de femmes. En revanche, le public éligible aux EHPAD, avec lequel on travaille, pour lequel on fait tout pour les accueillir, il me paraît préférable de continuer le travail engagé, de permettre, avec l'accroissement de la population âgée, les boomers arrivent, et donc naturellement, il y a beaucoup plus de demandes, de permettre que parmi ces demandes-là, on prenne toujours plus de personnes en situation de handicap. Faire un établissement spécifique, ça me paraîtrait plutôt à l'envers de ce qu'on avait travaillé. C'est provocateur. Ce serait bien dommage. Merci. Monsieur Jasso, vous êtes aussi du coup là avec nous en tant que président du DAC. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce dispositif qui se veut, qui a été créé, je pense, comme une interface justement entre le champ des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en tout cas pour faciliter les parcours? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et du coup de son rôle, effectivement, en tout cas le rôle qu'il peut jouer? Alors, vous savez que les DAC ont été créés il y a peu de temps maintenant. Ils sont nés de la fusion entre les anciennes Maya, qui géraient les cas complexes en gérontologie, et les réseaux soins palliatifs. Donc l'ARS, qui est le seul financeur, a réuni ces acteurs en une seule institution. Et de ce fait, on a un DAC par territoire assez élargi, puisqu'il y a un DAC sur le versant nord-ouest, le nord métropole, Roubaix-Tourcoing, et un DAC sur le Lillois, et toute la région est comme ça clairsemée. La mission des DAC, de ce fait, à la base, elle repose sur l'expertise en gérontologie, à la base, et en soins palliatifs, mais peu à peu, elle s'élargit à d'autres compétences, comme la dictologie, comme la santé mentale et la cancérologie. L'objectif étant de partir de... L'expérimentation des Mayas a mis en avant que d'avoir des gens experts en gérontologie pour traiter des cas complexes permettait de venir en aide, certes, à des personnes, à des familles, mais surtout aussi à des professionnels, des libéraux notamment, des médecins, des infirmiers qui étaient en difficulté face à des patients qui ne savaient pas orienter. Et ils étaient en désarroi comme la famille face à eux. Et de ce fait, les Mayas disposaient déjà d'un savoir-faire en termes de technique pour mobiliser les partenaires, identifier les potentiels sur le territoire et coordonner. Donc les Mayas coordonnaient ce travail-là. Les DAC ont repris cette technique de coordination en enrichissant les équipes avec les médecins coordinateurs, en étoffant effectivement les équipes. Et le fait de diversifier aujourd'hui la palette d'intervention, alors certes, rend plus complexe leur travail, c'est une réalité, raccourcit les durées de prise en charge. Par contre, fait du DAC un acteur de plus en plus central pour identifier les acteurs du territoire, les connaître, créer des liens et des passerelles entre eux. Et de ce fait, si le handicap n'est pas à la base l'orientation des DAC, elle le devient, alors d'une part, parce que les associations représentant le handicap sont présentes au CA du DAC, mais aussi parce que de par sa place singulière sur le territoire, le DAC fait le lien. Et encore une fois, personne handicapée peut-être, mais âgée d'abord, ou peut-être avec une addiction, ou avec peut-être un cancer. Et donc l'intérêt, c'est encore une fois que ces personnes-là ne soient pas stigmatisées avec des réponses pour les personnes en situation de handicap, mais bénéficient via le DAC d'une réponse, de droit commun, pourrait-on dire, entre guillemets, qui va les orienter et qui va accompagner les libéraux
et les institutions qui peuvent être parfois en difficulté dans un parcours jusqu'à ce que la bonne solution soit trouvée à domicile ou en établissement. Par ailleurs, les DAC, de ce fait, qui travaillent en étroite collaboration avec la filière gériatrique, sont, en tout cas sur notre territoire à nous, c'est singulier mais c'est comme ça, porteurs de l'Hopline, qui est un outil supplémentaire pour venir en aide aux libéraux et aux personnes qui en ont besoin pour avoir des conseils justement sur les situations de difficulté, et bientôt peut-être une équipe mobile aussi, qu'on appelle les GET. Donc on voit que le DAC devient un acteur. C'est une petite structure en tant que telle, il n'y a pas beaucoup de salariés. Par contre, sa singularité fait qu'elle récolte beaucoup d'informations, elle peut les redispatcher. Et par rapport au champ du handicap, c'est intéressant parce que justement, le DAC n'a pas été pensé pour ça, mais il le devient. Et vous avez raison de parler d'interface. Il le devient parce que la place qui est la sienne permet de rediffuser l'information et de rassembler les acteurs. Et vous avez cité un acteur dont on a peu parlé jusqu'à présent, c'est l'acteur de la santé mentale qui fait aussi partie du DAC et qui est effectivement aussi en lien avec tous les sujets qu'on a pu évoquer jusqu'à présent autour de la psychogériatrie notamment. Oui, alors vous savez que la question de la santé mentale, elle se pose souvent. Alors, on l'a en personne âgée, ça se pose aussi dans l'enfance d'ailleurs ou d'autres secteurs. Vieillissement ou pas, on a des personnes qui ont des pathologies. On le voit aussi dans nos établissements, que ce soit des personnes qui viennent de la rue, de la précarité, de la pathologie mentale ou du handicap. On s'aperçoit que finalement, on avait une forme de stigmatisation de certains publics qui devaient avoir des réponses propres. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on n'ait plus de réponses propres, mais qu'on ait des outils qui soient ouverts à tous. Et naturellement, le DAC, là aussi dans son CA, les EPSM sont présents. Et dans les coopérations qu'on doit mettre en place, la santé mentale a une grande place pour favoriser, avec aussi des partenariats. Vous avez cité tout à l'heure le CH de Wascal, qui a une équipe en psychogériatrie, d'autres vont se créer. L'enjeu, c'est que là aussi, on puisse accompagner avec les gériatres des établissements, mais du DAC aussi, accompagner les équipes vers la compréhension de ce que crée la pathologie du vieillissement, ce que crée la pathologie mentale, voire des difficultés inhérentes au handicap, et que lorsqu'une personne représente ces différentes particularités ou difficultés, on puisse les accompagner. Et là, le DAC de ce fait a toute sa place. Très bien, merci à vous.